On va dire quelques mots du secteur de la santé à présent avec une question de Christopher Wong de Papeete qui est éducateur sportif. Alors, bonsoir la Polynésie, bonsoir les Matuatoa, bonsoir Président. Le peuple polynésien fait face à des fléaux sanitaires, notamment une pandémie silencieuse de maladies chroniques, notamment telles que l'obésité, diabète, cancer et j'en passe. Plusieurs acteurs et porteurs de projets sont présents sur le territoire et sont investis pour notre NUNA et répondent aux appels à projets, mais doivent faire face à des procédures administratives interminables qui peuvent décourager justement leurs actions. Y aura-t-il des améliorations par rapport à ces procédures, notamment dans le domaine de la santé? Quelles seront les mesures que vous allez adopter? Est-ce que tu peux me donner un exemple précis de parcours administratif qui est aujourd'hui rédhibitoire? Alors, en fait, on a répondu à l'appel à projet Ora Meitei de cette année. En fait, il fallait déposer le dossier en fin janvier. Ensuite, normalement, il devait y avoir une commission en fin février. Et en fait, l'ancien gouvernement nous avait promis qu'ils allaient faire toutes les mesures possibles avant que ça change. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment de retour. Et là, en fait, par rapport à ce projet, je suis chef de projet du programme Matuatu en santé. Et justement, là, ça fait 6 mois qu'on agit bénévolement pour cette population. Et l'activité physique, donc, est reconnue comme un outil thérapeutique non médicamenteux depuis 2011 par la Haute Autorité de Santé, justement qui permet à tout le monde bouger, en fait, c'est bon pour la santé. Voilà. Alors, sur le fait que bouger, c'est bon pour la santé, tu prêches un convaincu. Si tu veux, je t'invite demain matin à 4 heures à me rejoindre pour ma marche vers la digue. Maintenant, sur les lenteurs administratives, c'est un phénomène qui est général, qui n'est pas spécifique au secteur de la santé. Parfois, on nous reproche qu'il faut fournir plusieurs fois les mêmes documents à plusieurs services différents, alors que ça pose la question d'abord de la dématérialisation des dossiers, de façon à ce qu'ils puissent circuler dans les différents services. Les procédures au niveau médical, dans le secteur de la santé, je ne veux pas m'avancer parce que c'est un secteur qui est très particulier, avec des exigences qui sont spécifiques au secteur de la santé. Mais alors le projet dont tu me parles, c'est... C'est le programme Matuatu en santé. Et d'ailleurs, en santé, d'accord. Je me renseignerai dès demain matin auprès de Cédric, le ministre de la Santé, pour voir où ça en est et pourquoi ça a subi les retards que tu me cites. Je veux juste aussi justement vous inviter, vous Président, à venir en séance avec nous, ainsi que la ministre du Sport et le ministre des Finances. Voilà. Ça me rassure que tu invites aussi la ministre des Sports, parce que sinon c'est que tu me classais directement dans les Matuatu. Mais je viendrai. Merci, Président. Santé toujours avec vous, Océane Raveino, qui est parmi nous. Vous êtes étudiante, vous êtes de Papeete. Bonsoir, Président. Bonsoir tout le monde. Alors, ma question est la suivante. Depuis l'installation du nouveau gouvernement, nous avons très peu entendu parler de l'autonomie alimentaire. Est-ce que cette démarche d'autonomie alimentaire reste d'actualité et saurait-elle y inscrire les étudiants polynésiens? Alors, cette démarche, elle est plus que jamais d'actualité. Elle n'a jamais cessé d'être d'actualité. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'agit pas et qu'on ne réfléchit pas. C'est un domaine, l'autonomie alimentaire, qu'il faut prendre dans sa globalité. Il y a un volet éducation, comme je le disais tout à l'heure. Il ne suffit pas de permettre l'accès à des produits. Il faut encore que nos enfants ou que nos jeunes veuillent les consommer. J'étais il y a quelques années à Takoumé, je ne sais pas si tu as déjà goûté ce pain fabuleux qu'ils font à partir du urefara, l'espèce d'inflorescence qui part vers le sol du pandanus. Magnifique, et je demande aux maires comment ils font le pain et pourquoi ils ne l'exportent pas.
Et il éclate de rire, il me dit déjà, mes enfants, quand je leur donne ça, ils me demandent du pain de mie. Donc il y a un volet éducation si on veut atteindre l'autonomie alimentaire sur nos produits. Ensuite, il y a le volet production agricole, production en matière de pêche. La pêche, c'est un secteur particulier. On est déjà... on couvre l'intégralité de la demande de la Polynésie avec le secteur pêche aujourd'hui. Hein. Je parle de la pêche hauturière. C'est principalement dans l'agriculture et dans l'élevage qu'on est très loin du compte aujourd'hui. Ça va passer par la mise en place de ces unités de transformation, de stockage. Ça va passer par une structuration du secteur parce il suffit pas qu'il y ait la production, il faut assurer l'ensemble du circuit. Parce que si la demande n'est pas en phase avec la production, à un moment donné, tu vas avoir des stocks qui vont pourrir. C'est pas bon ni pour les producteurs ni pour les consommateurs. Donc cette autonomie alimentaire, c'est tout un ensemble, mais c'est plus que jamais d'actualité, c'est obligé. L'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique, ce sont deux des priorités absolues de ce gouvernement. Nous avons une question sur les addictions aussi de la part de Marie-Chantal Vergio. Quel programme de prévention face aux addictions, l'alcoolisme, le paca, le tabac et bien sûr l'AIS? Oui, il faudrait rajouter le sucre, qui est une drogue dure. Hein, vous savez que le taux d'addiction au sucre est supérieur à celui de l'héroïne. Donc il ne faut pas l'oublier. Essayez d'arrêter de manger des tartes, vous verrez. Les addictions, c'est un sujet... D'abord, il y a l'offre et la demande. Évidemment, s'il n'y a pas d'offre, la demande, c'est difficile qu'elle existe. Malheureusement, dans tous les types d'addictions que vous venez de citer, l'offre, elle existe. L'alcool aujourd'hui, ça existe, c'est légal. D'autres drogues sont du registre donc prohibé, mais on peut s'en procurer sans trop de difficultés, malheureusement. La question, elle est d'abord en termes d'éducation et de prévention. Que ce soit alors, moi, je pense qu'il faut quand même faire, c'est mon avis, je sais qu'on ne le partage pas avec M. Darmanin, qu'il faut faire un distinguo entre le cannabis et l'ice. L'ice, excusez-moi du terme, on est à la télé, mais c'est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Ça gangrène nos sociétés, ça gangrène les familles. C'est quelque chose contre lequel il faut absolument qu'on lutte, mais de toutes nos forces. Et quand je dis nous, c'est nous tous. Pardon ? La question, c'est comment ? Alors, la question, c'est comment ? Pour l'ICE, il faut, je pense, une coordination de l'ensemble des moyens, que ce soit les moyens du pays, les moyens des communes, les moyens de l'État, mais aussi, et je le répète, les églises, les associations. Et pour lutter contre toutes ces addictions, il faut que nos jeunes, notamment, ne soient pas face à l'oisiveté. Il faut qu'on occupe nos jeunes. D'autres pays avant nous ont fait face à ces situations d'addiction. Vous avez des pays comme la Finlande qui dans les années 90, avaient des situations d'addiction, notamment des jeunes, face à l'alcool et face à certaines drogues, des opiacés. Comment est-ce qu'ils ont résolu ce problème ? Ils ont développé le sport. Ils ont développé les structures qui permettaient aux jeunes de faire du sport à toute heure. Eh bien, en occupant cette jeunesse, elle a moins finalement le temps et la motivation de sombrer dans ces addictions. Il y a aussi des changements législatifs qu'on peut envisager, justement en faisant les distinguos entre ce qui relève réellement des drogues qui causent des problèmes sociétaux et de produits comme le CBD, par exemple, qui n'en produisent pas, que nous avons donc légalisé pour que des gens puissent se soigner. Mais le problème de l'addiction, il y a des centres qui existent aujourd'hui. Il y a des dispositifs. Quand vous vous faites arrêter pour possession et usage de stupéfiants aujourd'hui, les mécanismes existent qui vous proposent de suivre une formation, enfin, du moins un traitement, d'être suivi par rapport à votre comportement addictif. Pour moi, ces structures-là, elles existent, mais elles ne sont pas suffisantes et elles ne sont pas suffisamment adaptées au type de drogue. J'ai beaucoup étudié le sujet, puisque vous savez, j'ai été en tant que député porteur d'une proposition de loi sur la légalisation du cannabis, et dans ce cadre-là, j'ai étudié ce qui s'est fait dans de nombreux pays, notamment au Portugal, où je me suis rendu 2 fois. Ils ont là-bas des centres de traitement de l'addiction qui sont spécifiques
au type de drogue. Parce qu'on ne soigne pas un addict à l'ice de la même manière qu'on soigne un addict à l'alcool ou à d'autres drogues. Voilà. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Avant de parler emploi, nous avons une question sur le nucléaire avec vous, Béatrice Lusong. Vous venez de FAA. Urinitia Yorana Président. Je m'appelle Eiruari Béatrice Moussong. Ayant été reconnue victime des effets des essais nucléaires par le Conseil d'État et ayant une maman reconnue victime des essais nucléaires aussi, ma question est celle-ci. Avez-vous réfléchi à un financement sur les recherches des effets nucléaires sur le risque transgénérationnel? Alors, là encore, en tant que député, ça faisait partie des éléments d'une proposition de loi sur le nucléaire que j'ai déposée, donc c'était en juin 2021 de mémoire, qui n'a malheureusement, à mon sens, pas été adoptée, parce que l'étude de ces transmissions générationnelles des pathologies, alors pas forcément à l'identique, parce que c'est pas parce que la personne irradiée a eu un cancer de l'œsophage que ses descendants auront des cancers de l'œsophage. Mais en revanche, ce qui semble se dégager, c'est que des pathologies sont engendrées par le fait qu'on ait été irradié à un niveau supérieur de l'ascendance. Là, il y a deux soucis. Il n'y a pas simplement le souci du financement, parce que si c'était juste un souci de financement, je crois que ce serait déjà lancé. Le véritable souci, c'est celui de l'adaptation des méthodologies qui sont aujourd'hui utilisées par les scientifiques. J'en ai beaucoup discuté dans le cadre de l'étude de cette proposition de loi et à chaque fois on m'a opposé cet argument-là, qui est de dire, écoutez, c'est simple, si on suit les méthodologies qui sont utilisées pour ce type de cas de figure, on va aboutir immanquablement à un résultat qui va conclure qu'il n'y a aucune transmission transgénérationnelle de pathologie dans le cas du nucléaire. En revanche, il y a des chercheurs qui nous disent il faut utiliser d'autres méthodologies. Mais ces autres méthodologies, aujourd'hui, ne sont pas validées par le milieu scientifique. Donc il y a un travail préparatoire qui consiste à regrouper tous ces scientifiques qui pensent qu'il y a d'autres façons d'étudier ces cohortes, parce que c'est des études de cohortes, et il faut les réunir, il faut qu'ils produisent des documents qui vont être examinés par l'ensemble de la communauté scientifique, et quand on aura une méthodologie validée, adaptée à l'étude spécifique de notre cas, là on pourra lancer ces études. Donc ce n'est pas un problème, à mon sens, de financement, parce que ça ne devrait pas coûter des milliards à financer, c'est un problème de méthodologie aujourd'hui.